Alors, bonjour à tous. On va commencer sur un sujet simple, la raison d'être. Donc, je vais commencer par une petite introduction philosophique. Je crois que le sujet s'y prête. Mais avant ça, pour que vous ayez en tête les personnes qui vont nous aider à composer sur le sujet. Donc, à ma gauche, Jean-Marc Borrello. Vous êtes un entrepreneur social avec le groupe SOS, première entreprise sociale d'Europe, créée il y a 35 ans. Au cœur des années SIDA, on imagine des dispositifs pour les personnes toxicomanes. Et au fil des années, le groupe SOS se constitue, diversifie ses domaines d'intervention pour agir contre toutes les exclusions. Les associations, les entreprises et structures qui composent votre groupe agissent sur le terrain avec 600 établissements et surtout 21 000 employés. 22 000. Ok. Il n'y a pas de petit nombre. 1000 de plus. Stanislas Guérini. Vous avez été chef d'entreprise avant de basculer en politique. Vous avez confondé une entreprise Watt & Home, société de vente de panneaux solaires. Vous feriez fortune aujourd'hui d'ailleurs. Ensuite, vous avez pris des fonctions de direction chez Elior avant de vous lancer dans une très longue marche. Elis, pardon. Pardon. Mais tout le reste, c'est vrai. Voilà. Avant de vous lancer dans une très longue marche, une marche qui a amené vos idées, vous qui étiez dans l'aile proche de gauche sociale et libérale du Parti socialiste, au pouvoir, puisque vous êtes aujourd'hui délégué général de La République En Marche. Nous avons la DRH de Safran pour l'aile Landing System. Voilà, qui va nous parler de comment embarquer les salariés vis-à-vis de la raison d'être et de la mission de l'entreprise. Nous avons Philippe M, comme quoi même les énarques s'intéressent à la raison d'être. Et je provoque un petit peu le débat, bien sûr, Philippe. Donc un des plus brillants leaders de la Société Générale, mais qui a au cœur de la crise Covid, a choisi de prendre la présidence du directoire d'une autre banque qui lui donnait accès aux fonctions suprêmes, à la présidence du directoire de la Banque Postale, et qu'il transforme sur le plan business avec différentes initiatives, mais aussi sur le plan humain et sociétal. Et enfin, Laurence Meignery, vous avez été journaliste au groupe Le Moniteur, puis auteur d'un rapport sur les oubliés de l'égalité des chances. Alors là, j'ai un truc pour mon voisin. Elle a ensuite rejoint un ministère qui n'existe plus, qui est le ministère de l'égalité des chances. Je pense que dans le prochain quinquennat éventuel, ça serait pas con qu'il y ait un ministère de l'égalité des chances, Laurence, comme on avait dit, qu'il faudrait réhabiliter. Et puis vous... Pas rattaché à Matignon. Et puis vous avez créé ensuite, capitaliste que vous êtes, Citizen Capital, dont vous pourrez nous parler. Et vous ajoutez ensuite en 2018, 10 ans plus tard, la casquette de cofondatrice de la communauté des entreprises à mission. Donc vous êtes là avec ces deux casquettes, Citizen Capital et cofondatrice de la communauté des entreprises à mission, mais aussi une troisième, puisque au sein de l'association des fonds d'investissement, l'association France Invest, vous avez la présidence, je crois, de la branche capital à mission des fonds d'investissement et leur impact en termes sociétal. La commission impact de France Invest, que vous co-animé. Voilà. Donc, excusez-moi pour ces petits détours et ces petites imprécisions. Moi, je voudrais me présenter aussi 2 secondes. J'ai fondé le groupe Leaders League après avoir créé Leaders League en fait en 96. Je suis pris à Harvard Business School. Et là, je découvre un truc qui n'est pas la direction d'entreprise, mais qui est le bottom-up, l'inverse de la verticalité descendante, le pouvoir. Le bottom-up, le leadership, et je le découvre aux États-Unis. Et ça, j'avoue que ça a été une révolution un peu copernicienne sur les modes de gouvernance, d'où le fait qu'en 2001, quand je reviens en France, heureux qui comme il dit, ça fait un long voyage, je suis pas allé vivre chez mes parents le reste de mon âge, je vous rassure, je refonde Leaders League et je le rebaptise Leaders League et non pas l'Oficom qui était le nom à l'origine. Peut-être à la racine de ça, il y a cette notion d'une bataille qu'on avait essayé de m'enseigner très jeune en seconde, Capitalisme contre capitalisme, un livre que certains ont lu, Michel Albert, dans les années 80, et qui montrait qu'à côté du capitalisme américain, capitalisme néolibéral financier, il y avait aussi un capitalisme rénan, un capitalisme japonais, avec une écoute des différentes parties prenantes, notamment dans le capitalisme rénan depuis des décennies. Il y a les partenaires sociaux au sein du conseil d'administration. C'est venu en France plus tardivement et avec moins d'impact, etc. Et puis plus globalement, pour poser le sujet de cette raison d'être, on a vu aussi 2 capitalismes s'affronter, notamment en 1970, le futur prix Nobel de l'économie, qui était Milton Friedman, définit enfin,
pense-t-on, la mission du chef d'entreprise et de l'entreprise comme maximiser le profit. Point barre. Pourquoi maximiser le profit? Je rappelle le contexte, la guerre froide, on n'est pas loin de la guerre froide et chaude en ce moment, d'accord. Milton Friedman, dans un contexte qui est celui-là, la guerre froide, s'exprime pour exprimer que toute ouverture de l'entreprise vers les salariés ou la société peut apparaître comme un dangereux pas vers le communisme. Tout acte de philanthropie avec les deniers de l'entreprise peut être assimilé à un abus de bien social, car contraire à la mission de l'entreprise qui doit se résumer à maximiser le profit. Malheureusement, et heureusement, cette thèse arrange bien les actionnaires et tenants de l'ordre établi en 70, et cette thèse va régner et ouvrir la voie à différents abus du capitalisme financier. Et en tant qu'actionnaire de Leaders League, je ne suis pas anticapitaliste, vous l'aurez deviné. Actionnaire principal, je précise. Mais heureusement, cette doxa du capitalisme centré sur le dieu profit ne fait pas l'unanimité et est bientôt battue en brèche. En 1984, Edward Friedman fait partie des pionniers à s'inscrire en faux. Il publie Strategic Management, a Stakeholder Approach, où il démontre que l'entreprise peut être mieux gérée en considérant activement les parties prenantes. En 1995, un autre et futur prix Nobel, Mohamed Younous, que vous connaissez sans doute, fondateur de la première banque des pauvres, la Grameen Bank, inventeur du microcrédit et prix Nobel par la suite, conceptualise l'entreprise capitaliste socialement consciente. Vous noterez l'apparition du mot consciente, mais aussi du mot socialement. Et enfin, le gourou de la stratégie, Michael Porter, professeur de premier plan à Harvard Business School, appuiera ses thèses avec le concept de Shared Value Capitalism. Donc ça, c'est cette lutte entre deux capitalismes, un capitalisme centré sur une partie prenante, l'actionnaire, et un capitalisme centré sur les parties prenantes, au pluriel. Et alors, c'est là où ça devient concret avec nos amis de La République En Marche, c'est que la raison d'être d'une entreprise était pour l'instant relativement cantonnée. Et ça a changé avec la loi Pacte et ça me permet de lancer le débat sur le rôle de l'entreprise, sur l'apport de la loi Pacte, puisqu'au milieu du quinquennat qui s'est écoulé, on a consacré, en tout cas en France, le rôle sociétal de l'entreprise par 2 articles du Code civil. Le premier, à la racine qui est les statuts de l'entreprise et le Code civil français, le premier qui vaut pour toutes les entreprises. Et le second qui est optionnel, seulement optionnel. Donc, en préambule de ces échanges, je voulais rappeler cette avancée majeure. Et pour celui qui est obligatoire pour nous tous désormais, article 1833, toute société doit être gérée avec un objet licite et constitué dans l'intérêt commun des associés, mais a été rajouté, la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. De son côté, l'article 1835, auquel vous n'êtes pas toujours tous soumis, et peut-être que cette journée vous donnera envie de leverager, comme on dit, ce que l'article 1835 vous autorise à faire désormais, les statuts peuvent, c'est un droit pas un devoir, préciser une raison d'être, constituer des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Voilà pour poser un petit peu le débat, capitalisme contre capitalisme, mais aussi les avancées des 5 dernières années et qui nous donne un champ obligatoire, 1833, et un champ facultatif, énoncer sa raison d'être et y consacrer des moyens. Peut-être du coup pour vous tendre la parole, Stanislas Guéry, est-ce que vous pouvez nous donner un regard sur cette avancée et puis surtout comment elle découle, puis ensuite je vous embêterai sur la raison d'être de La République En Marche. Vaste sujet. Bonjour à tous et à toutes d'abord. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Et c'est très bien que tu... plus proche du micro. Je me mets plus proche du micro. Manque d'habitude des micros, peut-être. Merci pour cette invitation. Alors on se tutoie d'habitude, donc je ne vais pas faire semblant de se vouvoyer. Je pense que tu lances très bien le sujet. Et je crois que pour expliquer un peu ce qu'on a voulu faire avec la loi Pacte et en modifiant ces articles, notamment, pas seulement, je crois qu'il faut dire d'abord pourquoi. Il me semble, moi qui viens du monde de l'entreprise, tu as eu la gentillesse de le rappeler, que le monde de l'entreprise comprend plus rapidement que bon nombre de politiques que nous sommes en train de vivre une révolution. On est en train de basculer d'un monde à l'autre, dans un moment que Gramsci avait assez bien résumé, avec un ancien monde qui est en train de disparaître, un nouveau monde qui tarde à apparaître, et, disait-il, dans ce clair-obscur, des monstres qui surgissent. Et je crois qu'on a, dans le moment d'histoire que l'on est en train de vivre, bon nombre
de monstres que l'on voit sous nos yeux. La révolution que nous sommes en train de vivre, à mon sens, est au moins aussi impactante, voire violente, que la révolution industrielle que l'on a vécue au XIXe siècle avec l'électrification et la mécanisation. Nos sociétés, nos démocraties sont sous les coups de boutoir d'une révolution numérique, d'un dérèglement climatique et d'une révolution démographique qui viennent tout changer, qui modifient tous les rapports de force entre les acteurs, exactement d'ailleurs comme on l'a vécu au XIXe siècle. Entre les entreprises, c'est le moment où de grandes entreprises disparaissent, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui vient perturber nos démocraties en mettant de l'horizontalité, mais aussi du doute, de la déstabilisation, qui vient perturber le jeu des nations. Au XIXe siècle, la Chine sort du concert des nations, et ce que nous sommes en train de vivre, c'est exactement ce moment-là, avec ses opportunités, mais aussi exactement les mêmes risques. Et ce qui se joue, à mon sens, c'est ni plus ni moins que notre capacité en tant qu'Européens à rester dans le concert des nations. L'Europe peut aujourd'hui sortir du concert des nations si on n'y prend pas guerre. Et je pense que c'est important d'avoir ce contexte-là en tête pour poser le sujet. Et il y a beaucoup de conséquences. Moi, je suis très frappé que le débat aujourd'hui politique français ne prenne pas en compte un certain nombre de transformations très profondes. On est en train de vivre aux États-Unis le plus grand mouvement de démission de l'histoire du capitalisme. 40 millions d'Américains ont quitté leur boîte l'année dernière, 40% d'entre eux sans avoir un job en face. Et on ne se pose aucune question sur le besoin de sens, d'alignement et de mise en compétition des différents types de capitalisme. Donc notre enjeu, c'est de poser un modèle européen entre le modèle chinois très dirigiste et le modèle américain qui est celui de la shareholder value que tu rappelais, et donc de définir ce nouveau modèle-là. Et je crois que c'est un enjeu à la fois de responsabilité. Je ne vais pas ici devant un public, à mon sens, assez convaincu des enjeux de la transition écologique, dire pourquoi on a cet enjeu de responsabilité, mais c'est aussi un enjeu de compétitivité. Je crois que c'est très important de ne pas opposer les deux, de ne pas opposer les actionnaires aux salariés, de ne pas opposer le monde de l'ESS au monde de l'économie traditionnelle. Et je le dis aux côtés de Jean-Marc Borrello qui, je crois, depuis de nombreuses années est convaincu et fait ce travail au fond de contamination positive de l'économie traditionnelle. Et on doit donc inventer ce nouveau modèle-là. Loi de compétitivité. Pourquoi je dis ça ? Parce que je suis convaincu que le cercle vertueux qu'on doit établir, c'est la capacité à bâtir une économie de la compétence, de l'innovation. C'est la seule voie européenne pour réussir. Et faire cela, c'est la capacité à attirer les meilleurs. Je le dis aux côtés d'une DRH. On n'y arrivera plus, mais vous le direz beaucoup mieux que moi. Donc je ne vais pas faire long là-dessus. Si on ne donne pas du sens et de la crédibilité derrière ce sens, et si on arrive à résister à la dictature du temps court qui a été trop longtemps imposée par un certain type d'actionnariat. Et donc c'est pour ça qu'on a fait pacte. Alors ça a été des grosses batailles. Tu parlais de la modification de 1833 et 1835. Le MEDEF était contre. J'ai le souvenir d'avoir fait des débats à l'époque avec Pierre Gattaz qui me disait mais vous allez faire s'effondrer l'architecture juridique du droit français. On aura des activistes climatologues qui vont venir attaquer les entreprises françaises. Moi je crois, d'ailleurs on n'a pas vécu ça depuis 2 ans, on a vécu en revanche d'autres types d'activistes qui sont parfois parvenus à leur fin. On a quelques exemples célèbres, y compris dans le CAC 40, mais pas que. Et donc je crois que la loi Pacte, c'est d'abord une loi pour protéger de la dictature du temps court et de pouvoir réinjecter du temps long dans le capitalisme français. La loi Pacte, pour les sociétés à mission, je ne veux pas être trop long et on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est 3 étages. C'est d'abord cette modification du Code civil, on l'a fait, c'est une sorte de protection et d'obligation d'injection du temps long dans le capitalisme français. Le deuxième étage, c'est la capacité de modifier ses statuts pour introduire une raison d'être, on pourra en discuter, qui est la sorte de boussole qu'on doit, et qu'une entreprise se choisit, et je pense que c'était important qu'on ne crée pas là-dessus une usine à gaz. Et puis le troisième étage, c'est la possibilité donnée à des boîtes de devenir société à mission, avec un comité de mission en interne, indépendant des organes sociaux, et puis un organisme tiers indépendant pour venir vérifier la bonne application de la mission. Je le dis au passage, pour les PME, les TPE, en fait peut-être partie ici, et je pense qu'on a cet enjeu-là aussi d'embarquer tout type d'entreprise, on a créé un système encore plus simple où
le comité de mission pour une petite boîte peut être un référent de mission, c'est-à-dire un salarié. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui se créent dès le début en devenant société à mission avec un référent de mission, et je crois que c'est comme ça qu'il faut le faire. Et puis, il y a un deuxième objet qui est très intéressant, et j'en profite ici, qu'on a créé dans la loi Pacte, qui sont les fondations actionnaires à la française. J'en dis un mot parce qu'on en parle beaucoup moins souvent de ce sujet-là. Les fondations actionnaires, dans le modèle capitaliste rhénan, par exemple, c'est extrêmement majoritaire. Les pays nordiques ont la moitié de leur équivalent du CAC 40 sous ce modèle-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des fondations actionnaires, et non pas d'actionnaires, où c'est la fondation au-dessus de l'entreprise qui est propriétaire des parts de la boîte et qui se nourrit donc des dividendes qui remontent. Bosch, Carlsberg, Rolex, voilà, quelques grandes entreprises qui sont sous ce modèle-là. Bosch est possédé par une fondation qui a un intérêt général, qui fait de la recherche un peu plus fondamentale que ferait une entreprise commerciale, qui bénéficie à l'ensemble du secteur et qui met du temps long et qui met de la vision dans son modèle. Je crois que ce modèle est extrêmement vertueux. En France, il n'y a que 4 fondations actionnaires aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à craquer le modèle. On a créé ce qu'on a appelé les fonds de pérennité économique, qui est le modèle des fondations actionnaires à la française. Ça ne démarre pas suffisamment fort et je pense qu'on a un enjeu là pour pouvoir avancer. Société à mission, et je termine là parce que sinon je prends trop de temps. Ça fait 2 ans que la loi Pacte a été votée, un peu plus maintenant. Il y a 588 sociétés à mission. C'est déjà pas mal, mais c'est que le début. 588 boîtes, petites ou grandes. Et je félicite celles qui ont basculé, y compris depuis mi-février 2022, officiellement. Et c'est un demi-million de salariés. Un demi-million de salariés. Je trouve que ça, c'est quand même plus impactant. Mais il faudra qu'on parle des leviers pour aller plus loin en France et maintenant embarquer au niveau européen. Voilà, je ne veux pas être plus long et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer. Pour provoquer le débat et surtout qu'on prenne conscience de ces évolutions. Un certain Emmanuel Macron a écrit un livre qui m'a au début profondément choqué par son titre, c'était Révolution. Un centriste, entre guillemets, qui écrit un livre Révolution. Est-ce que c'était un truc tiède avec un titre glamour, etc. Et en fait, j'ai mis un peu de temps à comprendre que certaines révolutions sont lentes, sont profondes et sont, j'ai envie de dire, à fragmentation, entre guillemets. Et je trouve que cette loi Pacte, qui a été commentée à l'époque, totalement oubliée à certains égards, derrière, mais justement, il faut qu'on conscientise les outils qu'elle donne, et c'est pour ça que sur ce sujet, on voulait t'entendre, voilà, et de voir comment, voilà. Peut-être un autre clin d'œil, c'est que après ce panel, nous aurons un panel sur le leader responsable avec Monsieur Sabrier, qui est peut-être dans la salle, qui est le fondateur d'un fonds d'investissement qui pèse 21 milliards, petit fonds, 21 milliards d'euros, qui est un fonds suisse et qui est détenu, qui a apporté son fonds à une fondation actionnaire suisse, et donc vous aurez un exemple in concreto juste après ce panel via le panel leader responsable. Alors maintenant, je voulais donner la parole au groupe SOS et notamment bien comprendre la raison d'être, y compris dans un cadre, je veux dire, à la fois d'entreprise sociale et responsable. Comment est venu, bien avant La République En Marche et sa fondation, comment est venue cette vocation et ce mouvement que tu as créé autour du groupe SOS? J'ai lu Michel Albert, mais un peu avant, j'avais lu autre chose de plus simple qui s'appelait Le Capital. Et donc l'idée de créer une entreprise sans capital, donc pour aller vite, le groupe SOS a la particularité d'être une association à son sommet. Pour aller vite, la holding est associative. Il n'empêche que nous gérons 60 ou 70 sociétés commerciales qui appartiennent aux associations et donc dans un dispositif pas si éloigné des fondations actionnaires dont on parle. En toute illégalité depuis très longtemps, puisqu'évidemment, jusqu'à ce que le Code civil soit modifié, nous gérions des entreprises commerciales dont l'objectif était de récupérer des gens éloignés de l'emploi, de les former et de les ramener vers un emploi, ce qui objectivement n'était pas, et donc en prenant des décisions à peu près journalières qui auraient pu s'apparenter à des fautes de gestion s'il y avait eu un pépin dans les 36 ans de gestion, puisque recruter des gens dont on n'a pas vraiment besoin dans l'objectif de les aider, c'était pas tout à fait un objet d'une entreprise commerciale. Donc premier sujet, nous avons effectivement le droit a suivi, et tant mieux, parce que ça permettait aujourd'hui d'assumer ce type de fonctionnement. Ensuite, l'économie sociale et solidaire. Je m'y suis fait beaucoup d'amis il y a 20 ans en expliquant que les statuts ne faisaient pas la vertu. Et que j'avais, comme fonctionnaire, contrôlé des associations de malfaiteurs,
des coopératives d'imbéciles et des mutuelles dans lesquelles les frais de gestion faisaient 2 fois les dividendes des actionnaires des grandes compagnies d'assurance. Et que donc, ça n'était pas un sujet de statut, mais plutôt un sujet de pratique et de mesure d'impact. Pardon, nous avons rapproché avec Benoît Hamon l'économie sociale de l'économie réelle. C'était le premier pas avec la loi Hamon qui permettait à des structures non statutaires d'être reconnues d'utilité sociale avec un agrément qui est l'agrément ESUS. Et évidemment, la deuxième partie majeure, c'était de faire l'autre bout du chemin et d'aller chercher le monde de l'entreprise classique pour lui permettre de se rapprocher de l'intérêt général avec ce qui a été fait avec la loi Pacte. Et je n'ai jamais cru qu'il y ait 2 économies. Je pense qu'il y a une seule économie et que la contamination croisée dont parlait Stanislas, c'est que chacun bénéficie de ce que l'autre fait mieux. Et on a observé avec le temps à la fois d'abord des clients qui étaient de plus en plus exigeants sur l'impact social et environnemental, puis des salariés, et c'est un sujet qui sans doute sera mieux développé par notre ami DRH, des salariés qui refusaient dans... Merci camarade. Oui. On en est mort. Oui. Merci. Vous êtes formidable. Et donc l'idée que des entreprises puissent avoir un autre objectif que la maximisation des résultats, et donc ce que permet objectivement la loi Pacte, avec une approche qui était juste mesure de l'impact, et j'allais dire mesure des impacts sociaux, économiques et environnementaux. Et à partir de là, restent 2 sujets majeurs. Comment on mesure l'impact ? On a vu récemment des entreprises qui annonçaient rejoindre la communauté des entreprises à mission, compte tenu du fait qu'elles s'étaient fait prendre la main dans le sac sur des exploitations un peu particulières de la prise en charge des personnes âgées. Il ne faut évidemment pas, et Olivia Grégoire s'est clairement exprimé sur le sujet, que le statut, là aussi, masque des pratiques qui ne seraient pas acceptables. Donc nous avons à inventer des dispositifs. Moi, je suis absolument persuadé que le processus va fonctionner. Hier, les clients... Après, les salariés, depuis quelque temps, des actionnaires, et on a vu apparaître d'abord les fonds d'éviction qui refusaient d'investir dans les armes, le tabac, etc. Encore que je ne vois pas le problème avec le tabac, comme vous pouvez le constater. Je t'expliquerai. Mais aussi des entreprises qui considéraient qu'elles ne pouvaient pas bénéficier de tel ou tel fonds d'investissement, et ça pour le coup notre ami nous en parlera beaucoup mieux, ça fait très longtemps qu'on en parle ensemble, si elles n'étaient pas capables de démontrer que l'impact n'était pas uniquement économique. Donc je pense que il n'y a plus le choix. Moi, je suis libéral, libertaire et solidaire. Je n'aime pas les règles, je n'aime pas l'obligation de faire. Je pense qu'il faut donner envie. Un patron a envie d'amener cette entreprise sur ce chemin-là, tout simplement parce qu'elle sera plus profitable, plus pérenne et moins risquée. Prendre des risques avec des pratiques très douteuses sur le plan environnemental, social ou fiscal, c'est faire prendre des risques à son entreprise. Il ne s'agit pas de gagner le paradis des patrons de gauche, il s'agit juste de ne pas perdre 2 milliards en bourse parce qu'un livre a été écrit ou qu'une émission de télé vient de paraître. Donc c'est plus un choix, je pense que vraiment le mouvement est engagé. Et par ailleurs, ce qu'on avait voulu démontrer avec la maison SOS, mais il y a 38 ans, c'est qu'on pouvait créer avec d'autres formes juridiques, ce qui est le cas d'SOS qui, de ce point de vue-là, ressemble assez bien aux fondations actionnaires dont tu parles. On pourrait rajouter Velux, avec qui nous travaillons pas mal. C'est l'idée que quand l'actionnaire est patient, bienveillant et présent en cas de difficulté, ça permet à l'entreprise de se développer très bien. Et le groupe SOS, c'est aujourd'hui un peu plus d'1,4 milliard de chiffre d'affaires et plus d'1 milliard de valorisation. Donc c'est une licorne qui n'a pas d'actionnaire, qui se développe, qui fait x2 tous les 4 ans, ce qui n'est pas si mal en termes de développement, et qui est centré sur l'intérêt général, et donc, comme le décrivait notre ami Bonnel, l'innovation qui correspond à un besoin social, et pas l'innovation qui correspond, et pas l'idée simplement d'inventer un produit et d'essayer de le vendre, mais repérer un besoin et y apporter une réponse. Donc c'est un mode
parmi tant d'autres. Mais c'est un mode qui, me semble-t-il, est le mode vertueux et qui, très objectivement, pourrait être un modèle de capitalisme européen très différent de ce qu'on connaît, comme on disait, de mon temps à l'Est et à l'Ouest. Merci beaucoup. Donc tu n'as pas de capital, mais tu as un certain capital intellectuel, Marx, et un capital social. Je résume. On peut dire ça comme ça. Alors, Philippe M, vous êtes président du directoire d'une banque, hein, le truc honni par d'autres. Voilà, vous êtes énarque, vous avez tous les mots. Et pourtant, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Quelle est la raison d'être de la Banque Postale que vous avez rejoint? Quelles sont les transformations que vous impulsez pour que cette raison d'être puisse éclater au grand jour? Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par répondre au premier point, c'est qu'en tant que banquier, on fait un très beau métier. Et je suis fier tous les matins d'être banquier parce que j'aide en fait mes clients à financer leurs projets et à concrétiser en fait leurs rêves. Donc c'est un des plus beaux métiers du monde et j'en suis fier. Alors la Banque Postale effectivement le métier que la crise avec les PGE ont réhabilité aux yeux de l'opinion publique après Lehman Brothers. Absolument, puisque la crise de la Covid a montré que les banques avaient un élément de solution à travers les prêts garantis par l'État. Alors, oui, alors pourquoi entreprise à mission? Alors, il y a deux raisons. D'abord parce qu'on est une banque, et je revendique qu'une banque doit devenir entreprise à mission. Ensuite, on est la Banque Postale et on est la banque citoyenne. Et je vais expliquer ces différents points. Alors, c'est normal qu'une banque embrasse ces questions de finance à impact, puisque les banques sont par définition au carrefour de l'économie. Elles collectent les dépôts et elles allouent des crédits, elles allouent de l'épargne. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que en fait, les banques sont tellement interpellées par les ONG, par toutes les parties prenantes, parce qu'elles ont cette responsabilité particulière d'être au carrefour de l'économie. Alors, ensuite, la Banque Postale est une banque citoyenne. Alors, vous pourriez me rétorquer, mais au fond, pourquoi devenir entreprise à mission? Vous êtes déjà la banque citoyenne. Quelque part, vous êtes comme Monsieur Jourdain, sans l'avoir appris, vous pratiquez la prose. Donc, quel est le sens de tout ça? Alors, c'est là, je crois qu'il faut creuser un petit peu et il faut aller un peu plus loin. Quand la Banque Postale s'est définie comme banque citoyenne il y a 15 ans, parce qu'on était tout simplement héritier du secteur public, on était le bras financier du groupe La Poste, hein, un groupe qui a 7 siècles, qui est proche de nous, qui est ancré dans les territoires. Et cette notion de citoyenneté, elle a évolué fondamentalement depuis 15 ans. Elle a pivoté comme une start-up, parce qu'on est une jeune banque de 16 ans. Et d'ailleurs, je donne rendez-vous dimanche soir, puisque c'est un thème de communication sur lequel on va beaucoup insister. Cette thématique de citoyenneté, elle a pivoté de manière radicale. Elle est une modalité radicale. Et je vais peut-être reprendre des éléments de fond, de background, je vais être très rapide, de Stanislas, sur ce qui se passe de fondamental dans l'économie. Moi, étant jeune fonctionnaire, j'ai participé à la négociation des traités pour faire entrer la Chine dans l'OMC. C'était en 2002-2003 et ça a suscité un immense enthousiasme. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans? C'est que la Chine est devenue l'usine du monde et volontairement ou involontairement, poussée par des pressions concurrentielles, les entreprises, l'industrie, tout le monde, tous les manufacturiers ont basculé leur production en Chine. Et en fait, les produits allemands, français, américains sont restés des produits français, allemands, américains, mais produits en Chine. On a de facto transféré des emplois. C'était positif parce qu'on a augmenté le pouvoir d'achat des consommateurs, donc on l'a vu comme de manière très positive. Mais en même temps, vous voyez bien ce qui s'est passé, c'est qu'on a désertifié nos territoires, on a provoqué des problèmes sociaux. Et si on regarde, c'est très bien documenté par la Banque mondiale quand on voit l'évolution de pouvoir d'achat depuis 25 ans de la population mondiale. Vous avez, ce qui est franchement une évidence, en Chine, en Inde, une augmentation du pouvoir d'achat. Vous avez une stagnation, une régression du pouvoir d'achat des classes moyennes dans les pays riches, au profit d'une augmentation de la richesse des 0,1% de la population mondiale. Et tout ceci, c'est ce qui explique certainement le dérèglement démocratique depuis 10 ans, la montée des populismes, peut-être le mouvement des Gilets jaunes. Et ça, nous, à la Banque Postale, ça nous interpelle. Les oubliés de la mondialisation. Voilà, les oubliés de la mondialisation. La mondialisation n'a pas profité à tout le monde. Et donc, notre dimension citoyenne, là où elle a pivoté, c'est que notre raison d'être, c'est d'accompagner les transitions justes. C'est-à-dire faire en sorte que par notre action, par notre métier de banquier, on accompagne transition, qu'elle soit environnementale, mais pas que, territoriale et sociale.
Donc ça, c'est notre raison d'être, c'est par notre offre de produits et services accompagner la transition juste au sens des ODD, au sens des Nations Unies. Donc on a choisi, jeunes banques, d'engager cette transformation de nos statuts en combinant, et ça c'est très important, et c'est un oxymore qu'on assume, performance et citoyenneté. Le point très important, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes un grand groupe bancaire, la 10e banque de la zone euro. Vous savez, on a fait cette opération d'intégration avec CNP Assurance. Et ce qui est fondamental pour nous, c'est que, et on voit ce tournant, vous l'avez rappelé, on voit ce tournant aux États-Unis, c'est qu'on considère qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un but uniquement de chercher du profit sans avoir un supplément d'âme, et le nôtre, c'est la citoyenneté. Et inversement, il ne peut pas y avoir de citoyenneté, on n'est pas non plus naïf, sans élément de performance économique. Parce que moi, ma responsabilité, c'est d'avoir un modèle qui soit soutenable, qui soit rentable, parce que j'ai des actionnaires extrêmement exigeants, la Poste, la CDC, au-dessus de l'État, et naturellement, on doit être performant. Donc on a embrasser ce statut d'entreprise à mission, c'est un chemin qui est exigeant. On l'avait décidé il y a 18 mois. On a préféré d'abord travailler sur des indicateurs de mesure tangibles, concrets, avant de changer nos statuts pour en fait faire un départ lancé. Il ne s'agissait pas de changer nos statuts puis se dire un beau matin, bon c'est super, alors maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Donc ça a pris un peu de temps. Et grosso modo, et je vais pas être trop long parce que je peux être extrêmement bavard sur ce sujet, qu'est-ce que ça signifie pour nous, nos objectifs statutaires ? On a notre raison d'être, je l'évoquais tout de suite. Nos objectifs statutaires, c'est d'abord changer nos modèles de banque assurance tel qu'on le pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre métier qui est d'octroyer du crédit ou notre métier qui est d'investir, dans l'asset management ou dans l'assurance, on incorpore un indice d'impact global. C'est que quand on fait notre métier qui est d'apprécier le risque ou le rendement, on va voir quel est l'impact d'un prêt ou d'un investissement sur l'environnement, sur les territoires en termes de est-ce que ça va faciliter des transferts d'emplois ailleurs et est-ce qu'on prend en compte des contraintes ESG, gouvernance sociale sur la parité par exemple. Ce sont des éléments qu'on prend en compte et donc on change ce faisant le métier, la manière de faire le métier de banquier. Deuxième élément, on offre toute une série de produits et services parce que l'idée c'est aussi que nos clients soient eux-mêmes les acteurs de la transition juste. Et donc c'est la raison pour laquelle on a des produits B2B pour les entreprises, ça c'est assez classique, les green bonds, les prêts verts, super classique. Et puis des produits B2C pour les particuliers, et là c'est plus innovant, je pense qu'on est en tête, on a un certain leadership, c'est par exemple on fait du crédit consommation à impact, on fait des avances, des prêts avances rénovation, on permet à nos clients de mesurer leur empreinte carbone sur l'application La Banque Postale. On a de la gestion d'actifs 100% ISR, on a de la gestion de fortune 100% ISR. Voilà, c'est rendre nos clients acteurs de la transition juste. Et enfin, rehausser les meilleurs standards de notre... Très humblement, mais rehausser les meilleurs standards. On a annoncé notamment qu'on sortait du pétrole et du gaz. On a été la première banque au monde à l'annoncer. Et je peux vous dire que je ne me suis pas fait que des amis, mais c'était une conviction extrêmement forte. Et je suis très heureux de voir que d'autres institutions financières ont embrayé. Et je reviendrai tout à l'heure sur comment on mesure tout ça. Mais voilà, ça a été un mouvement de fond, bien sûr impulsé par l'équipe dirigeante, mais qui est porté par l'équipe de la Banque Postale. Et je peux vous dire, c'est formidable le sens, le souffle que ça apporte à l'organisation et à quel point c'est identifié par nos clients. Et ça sera mon dernier mot, ma conclusion, c'est que ça montre qu'on peut faire de la finance impact un élément de performance. Merci. Et puis en plus, vous nous mettez dans le cœur du sujet qui était comment la raison d'être peut être un outil de pilotage et comment déployer des outils de pilotage, comme quoi les grandes écoles sont bien utiles. Il ne faut pas les supprimer. Laurence, et c'est un clin d'œil aussi à Philippe, vous faites aussi partie de l'équipe finance, entre guillemets, et je pense que c'est important, juste à titre de préambule sur votre intervention, de rappeler que pour beaucoup de chefs d'entreprise, notamment ceux dans la salle ou ceux qui nous écouteront en différé, on demand, le surmoi du dirigeant, c'est je dois bien faire en termes de performance économique parce que sinon mon banquier, parce que sinon mon investisseur ne va pas être content. Comment est-ce que vous voyez cette raison d'être au niveau des fonds d'investissement ? Est-ce que les fonds d'investissement eux-mêmes ont une âme, ont un supplément d'âme et ont un cœur qui a ses raisons, que la raison ne connaît pas ? Voilà, comment est-ce que vous cernez ce sujet au niveau des investisseurs en capitaux ? Avec la casquette France Invost notamment là. Bonjour à tous. Ça marche ? Oui. Vous m'entendez ? Oui.
Bon, merci pour toutes ces interventions passionnantes, parce que je vais pouvoir rebondir dessus. Alors moi, je fais de la finance, qu'on appelle la finance à impact, depuis maintenant 14 ans. Et c'était un chemin assez accidentel, parce que je viens plutôt de la sphère publique. Et à un moment, j'ai acquis la conviction que l'entreprise, enfin, on n'allait pas réussir à relever les défis sociaux et environnementaux sans l'entreprise, et que s'appuyer sur la puissance d'action et d'innovation de l'entreprise était une manière probablement plus efficace, j'avais quelques déceptions, je pense, dans la sphère publique aussi, d'accélérer la transition qui, déjà il y a 14 ans, était quand même un sujet qui me préoccupait, social et environnemental, hein, pas uniquement environnemental. Et quand on a créé Citizen Capital, donc en 2008, on est venu avec une proposition qui différait radicalement de ce qui se faisait à l'époque, qui était de dire, comme dit Jean-Marc, le bien n'est pas réservé à un tout petit groupe de l'entreprise qui serait de l'économie sociale ou solidaire ou du monde associatif. Aujourd'hui, le rôle de l'entreprise est d'affirmer sa capacité à contribuer aux grands enjeux qui sont devant nous. Et donc, il faut pouvoir utiliser le levier du capital pour accélérer ça. Et pour investir, pour être capable d'investir dans des entreprises qui s'appuient sur l'entreprise pour déployer un impact social et environnemental, qui utilisent cette puissance pour ça. Et donc on sort du domaine strict de la RSE, qui était quand même pas au cœur des stratégies des entreprises à l'époque, hein. On est vraiment sur une notion, au-delà de la notion de responsabilité de l'entreprise, sur la notion de comment je contribue, à quoi je sers, quelle est mon utilité sociale, qu'est-ce que j'apporte au monde à travers mon entreprise. RSCE, alors responsabilité sociale, citoyenne et environnementale. Mais on parle, alors bon, on peut revenir sur le sujet de citoyen, mais qui est assez complexe. Enfin, je trouve que Philippe, vous avez bien soulevé ce sujet, mais non, je pense que c'est important de parler de l'impact. Et d'ailleurs, et c'est une des raisons pour que je vais venir à la question de la communauté des entreprises à mission, on s'est assez vite rendu compte que mesurer un impact, donc on a levé un premier fonds en 2008, et depuis le début, on cherche dès avant l'investissement à comprendre comment on va pouvoir mesurer l'impact. Mais pour mesurer un impact, il faut avoir une intention assez claire, il faut être face à des gens assez visionnaires, qui ont une vraie vision du rôle de l'entreprise et de la façon dont ils peuvent transformer la société à partir de leur activité, que ce soit la santé, l'éducation, le sujet du vieillissement. Enfin, nous, on est sur des sujets assez... on cherche à répondre à des besoins, ce qu'on appelle fondamentaux. Et si vous mesurez l'impact sans qu'il y ait une mission, une intention assez claire, hein, qui est non seulement portée par les dirigeants, mais partagée par toutes les parties de l'entreprise, en fait, l'impact est pas forcément très durable. Et on a vu à plusieurs reprises, les entreprises ont trouvé que l'impact était parfaitement intéressant au moment où on les a regardées, et 2 ou 3 ans plus tard, l'impact n'était plus là parce qu'elles ont pivoté une partie du business model et que, en fait, le dirigeant ne portait pas de vision là-dessus. Et donc, très rapidement, dès 2014-2015, je me suis beaucoup intéressée à la notion de mission. Pour cette raison-là, et aussi parce que j'ai eu la chance de croiser le chemin d'un groupe de chercheurs chez Mines ParisTech qui sont à l'origine du concept d'entreprise à mission en France, hein, Armand Hatchuel, Kevin Levillain et Blanche Segrestin. Et on a commencé à expérimenter avec eux. Alors la CAMIF, que vous connaissez peut-être à travers la personne de Emery Jacquilla, était le principal objet de cette expérimentation. Et au début, il y avait 1, 2, 3 entreprises. On a commencé à expérimenter. Qu'est-ce que ça voulait dire pour une entreprise ? Définir une mission avec ses parties prenantes, définir des objectifs associés à cette mission et embarquer toutes ces parties dans une raison d'être qui définit l'action de l'entreprise, mais à tous les échelons. Et je dirais qu'au moment où la loi Pacte est arrivée, alors avec beaucoup de, c'est une nouvelle qu'on n'attendait absolument pas, que le gouvernement s'empare de ce sujet, parce que c'était relativement confidentiel. On voulait dès le début créer un club d'entreprises qui s'intéressaient à ça, mais on s'est dit on va se réunir dans une cabine téléphonique, c'est pas la peine.
Et c'est la loi Pacte qui a vraiment, à un moment, embarqué un certain nombre de dirigeants. Enfin, c'est arrivé, je pense, au bon moment. Maintenant, il faut une très grande cabine téléphonique pour 500 personnes. Mais Alors, dans 10 ouais. ans, c'est le Zénith qu'il faut réserver. Ah ouais, oui, j'espère plus même. Plus que le Zénith. Et effectivement, l'entreprise à mission est un modèle universel pour nous. C'est un modèle qui concerne toute entreprise. Pas forcément aujourd'hui. Et c'est un chemin, c'est une trajectoire. C'est une façon pour l'entreprise de dire je suis là aujourd'hui, voilà où je vais être dans 5 ans. Et voilà comment je l'annonce, enfin, voilà comment je l'exprime à mes parties prenantes. Donc il y a un enjeu de transparence et de considérer ces consommateurs, ces clients, ces employés comme des adultes d'une certaine façon, et de pouvoir dire voilà où je suis, et si on n'y arrive pas, il y a peut-être des explications, c'est pas forcément dramatique, mais j'annonce la trajectoire que je veux prendre. Et je prends souvent un exemple d'une mission que je trouve très belle. Alors une mission, c'est une raison d'être associée à des objectifs. Une raison d'être toute seule en 2 phrases, c'est sympathique, mais c'est un début. Si vous ne l'associez pas à des objectifs statutaires et derrière à des objectifs opérationnels qui découlent de ces objectifs statutaires, qui sont associés à un certain nombre d'indicateurs, qui pour moi sont des indicateurs d'impact, parce que l'impact est pour moi constitutif de la mission, c'est-à-dire qu'il faut avoir un objectif de générer un impact clair, tangible, compréhensible par ces parties. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans. Donc la communauté des entreprises à mission qui est née en 2018, elle a des adhérents qui sont sociétés à mission aujourd'hui ou qui sont en chemin. Et nous, on est très heureux. Je crois voir d'ailleurs un membre. On est très heureux d'avoir des gens qui sont en chemin et pouvoir les accompagner en amont de leur réflexion sur la mission. Une autre chose importante, c'est que c'est très important de travailler avec ces parties. Il y a une tentation qui pourrait être de définir la mission sur un coin de table entre dirigeants. C'est un processus long qui nécessite vraiment d'associer les parties prenantes. Et ce qui est très intéressant, et je reviens à mon rôle d'investisseur en capital, c'est que l'actionnaire, qui est un élément, enfin une partie prenante clé de l'entreprise, n'est qu'une partie prenante. Et je pense que, enfin ma conviction est que demain, l'investisseur, l'actionnaire, va devenir une partie prenante comme une autre, si j'ose dire. C'est-à-dire, on ne voit plus, la notion de stakeholder et de shareholder n'a plus de sens. Le client et l'employé, et je pense que madame en dira plus que mais est tellement stratégique pour l'entreprise, et donc pour l'actionnaire, qu'on ne peut plus, il n'y a plus un au-dessus de l'autre. Et donc, la mission, et c'est ce qui est, je trouve, absolument passionnant dans la construction d'une entreprise à mission, c'est réellement la construction d'une entreprise qui a un intérêt propre, qui répond à ses parties prenantes, et même l'actionnaire s'engage à respecter l'intérêt propre de l'entreprise, qui n'est pas toujours aligné avec l'intérêt de l'actionnaire. Donc, en conclusion, je dirais que et je pense que c'est la philosophie avec laquelle j'ai initié ce projet Citizen Capital, c'est que je pense qu'on est, et vous l'avez très bien dit, on est en train d'entrer dans un monde où le profit ne va plus être l'objet. Alors il va y avoir plein de démons, hein, et peut-être ces démons vont être vraiment démoniaques, mais on est quand même, je pense, en train d'entrer dans un monde où on va considérer que le profit n'est plus l'objectif de l'entreprise. Ce qui ne veut pas dire que le profit n'est pas absolument essentiel et important, mais c'est un moyen. Et je pense qu'on est en train de changer de paradigme pour considérer qu'une entreprise à mission, et on espère que ce sera le modèle d'entreprise de demain et que ça va être un modèle européen, et on a un vrai travail au sein de la communauté pour faire un plaidoyer au niveau européen, parce que je pense qu'on partage les mêmes valeurs avec un certain nombre de pays européens, de faire de l'entreprise une entité qui a vocation à répondre à des besoins, et pour ce faire, elle a besoin de générer du profit. Mais ce n'est pas l'inverse. Et ce qu'on vit depuis 50 ans, c'est malheureusement beaucoup l'autre côté du paradigme. Merci. Merci beaucoup. Et alors Lydie, on a vu que
involontairement ou volontairement, tout le monde se tournait vers vous. Hein, quel leadership. Et notamment parce que le capital humain, c'est presque plus important aujourd'hui que le capital social, que le capital économique. Et d'ailleurs, on parle encore parfois de ressources humaines. Et moi, j'aime bien le mot capital humain. Ça les met au moins au même niveau que les paramètres financiers de l'équation. Donc, vous, comment vous embarquez, entre guillemets, cette partie prenante qui fait la sève de nos économies, de nos entreprises, qu'elles soient sociales ou pas sociales, à savoir les salariés? Alors, je vais essayer de ne pas paraphraser, mais il y a beaucoup de choses, effectivement, que je vis au quotidien, ou que je vois, ou que je perçois aussi. Et ce qui est important, en fait, par rapport à tout ce que j'ai entendu, effectivement, sur les mutations, les concepts, les tendances que l'on sent, et les volontés, les visions que vous portez au sein de vos entreprises ou dans vos actions, c'est surtout qu'aujourd'hui, ce que l'on sent dans l'entreprise, c'est l'importance de la confiance. Donc derrière cette notion de raison d'être, de mission, ce que l'on cherche, c'est effectivement à créer la confiance. Et aujourd'hui, c'est vraiment un prisme important pour engager les salariés, pour leur faire comprendre effectivement que derrière le profit, il y a des investissements, il y a la pérennisation d'un tissu industriel français ou même ailleurs, la pérennisation de nos partenariats, que ce soit avec nos clients, mais je pense aussi à toute la chaîne de valeur, donc aussi à nos fournisseurs. Et donc c'est vrai que cette notion de confiance est importante. Et elle passe par un certain nombre de lois, de concepts, mais également d'actions que vous avez si bien illustrées, soit au travers de vos parcours, mais également au travers des actions que vous engagez et que vous portez. Pour nous, en tant que DRH, c'est effectivement faire en sorte que cette raison d'être, cette mission, ces objectifs opérationnels, voire même ces objectifs de compétitivité, de profitabilité, permettent de créer du sens, de créer de la valeur pour le salarié. Aujourd'hui, et vous en parliez, je sais qu'il y a un autre groupe de parole autour du leadership responsable, cette question de la responsabilité, et chez Safran d'ailleurs, les ressources humaines s'appellent les responsabilités humaines, c'est la question de la responsabilité. C'est de prendre conscience des moyens, mais également de la raison d'être de l'entreprise, des missions qu'elle porte, qu'elles soient sociétales, environnementales, mais également celles de compétitivité et de profitabilité, et qu'à chaque niveau de l'entreprise, les salariés se sentent responsabilisés par rapport à cet objectif, cette mission. Derrière, il y a des valeurs, effectivement. Donc, je parlais de confiance. Et c'est vrai que ce qu'on a ressenti au travers des crises que nous avons vécues et qu'on ressent encore aujourd'hui, malheureusement, avec ce qu'il se passe en Europe, c'est que l'entreprise devient un champ dans lequel on peut s'exprimer, dans lequel on peut faire remonter, mais également redescendre un certain nombre de situations, d'initiatives, d'innovations qui peuvent être prises à tous les niveaux. Et ce champ est un champ de liberté, un peu plus qu'avant. En tous les cas, c'est ce que l'on a ressenti dans un moment où nous étions effectivement très contraints. Je pense à la crise Covid, où effectivement le champ des contraintes s'est augmenté, qu'on est passé dans un mode de gestion de crise qui faisait qu'il était difficile de pouvoir s'exprimer, prendre des initiatives, innover dans le quotidien ou même par rapport à nos clients ou à nos fournisseurs. Mais ça a été aussi un moment important, assez fondateur d'une mutation que je sens pour moi profonde et engagée de je me sens responsable, j'incarne mon poste, mes actions, ce que je fais, la qualité de mon travail, et ça c'est vrai sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Et c'est important, je parle d'incarnation à chaque niveau, c'est important aussi pour nos leaders, je pense à mon président Cédric Goubet de Safran Learning System, d'être dans cette incarnation, dans la précision des paroles, mais aussi des actes qui doivent vraiment illustrer ce qui a été dit. Et pour moi aussi, l'incarnation, c'est l'incarnation d'un cap. Alors qu'il se traduise au travers d'une mission, d'objectifs opérationnels. Souvent, ce cap, on parlait aussi d'un temps court, d'un temps long, c'est ce qui est important, c'est ce qui permet de donner, je dirais, une impulsion, une énergie et de pouvoir la doser, la prioriser. Donc c'est vrai que le cap du temps long, on le retrouve un peu plus dans la mission, dans la raison d'être. Et le cap du temps court, il va s'exprimer dans le quotidien, dans notre capacité à nous responsabiliser au quotidien sur ce que l'on fait, sur ce que l'on délivre, vis-à-vis de l'ensemble des partenaires, parce que je pense comme vous que ce sera de plus en plus horizontal entre nos investisseurs, nos partenaires sociaux ou nos salariés. Le rapport sera de plus en plus équilibré, je dirais, et
tous auront une responsabilité dans la réussite de l'entreprise et dans la réalisation de ses objectifs. Alors Lydie, une question avant de passer la parole à Stanislas. J'ai l'impression que vous parlez de mettre en concordance ces actes et ces mots. Et donc, est-ce que c'est pas la fin du machiavélisme? La question ensuite sera la même pour Stanislas, une question facile, à savoir que la fin ne justifie pas les moyens en Russie comme en France, en entreprise comme dans des entreprises à mission. Comment vous voyez cette cohérence entre les actes et les philosophies? Alors, la cohérence, elle est principalement liée à la transparence, c'est-à-dire d'annoncer d'emblée quelle est l'intention, quel est l'objectif, et derrière, à chaque étape, je ne dirais pas rendre compte, mais d'expliquer, ou en tous les cas de démontrer à chaque étape les résultats, les avancées obtenues. Et ça se traduit aujourd'hui dans l'entreprise principalement par ces objectifs de performance, donc de profitabilité, voire même, je dirais, de développement du tissu industriel, ou alors d'investissement auprès des fournisseurs. Et donc c'est vraiment cette importance de la transparence. J'ai commencé sur la question de la confiance. C'est ça qui est important. La transparence génère de la confiance et c'est pour moi une nécessité absolue aujourd'hui. Transparence, cohérence et confiance. Stanislas, en réponse à Lydie ou à ma question sur le machiavélisme? C'était presque plus en rebond sur ce que Lydie disait, ça me donnait envie de rebondir là-dessus, parce que le sujet, au fond, c'est quoi les next steps, quoi. Comment est-ce qu'on change d'échelle? C'est de ça aussi dont on est en train de parler aujourd'hui. Et je trouve que ce que Lydie disait sur les salariés, ça me semble totalement fondamental. Parce que pour moi, il faut faire quand même un petit distinguo entre les parties prenantes et les parties constituantes. Les salariés, c'est pas exactement quand même la même chose que les fournisseurs, les actionnaires, etc. Même si je crois qu'on est tous convaincus ici du besoin d'alignement. Il y a une image que je trouve assez parlante, qui est celle de l'omelette au bacon, pour comprendre la différence entre les parties prenantes et les parties constituantes. Dans l'omelette au bacon, la poule est une partie prenante, mais le cochon est une partie constituante. Parce que il y donne un tout petit peu plus dans l'omelette au bacon que la poule qui pond les œufs. Et je crois, au fond, je dis ça avec un sourire, mais il faut dire que dans les leviers de transformation, je pense que le sens qu'on doit donner aux salariés est le premier, et donc l'objectif d'une société du plein emploi devient plus prioritaire que jamais. C'est une réponse qui pourrait paraître un peu libérale, mais au fond, quand on a une société du plein emploi, c'est-à-dire une bonne adéquation entre les besoins d'une nation et les talents et les compétences, parce que c'est ça le plein emploi, le rapport de force est encore plus en faveur des salariés et le besoin de sens qui est exprimé. Aujourd'hui, la difficulté de recrutement des grandes comme des petites entreprises françaises fera qu'on va pouvoir avancer. Alors ça suffira évidemment pas, il faut le faire au niveau des actionnaires, bien entendu. C'est pour ça que dans Pacte, on a aussi pris des mesures là-dessus, sans vouloir être trop techno, etc., mais sur le fait d'imposer des unités de compte de ISR dans tous les produits d'assurance vie, etc. Ça bouge. Ça oriente. Ça oriente. Il faut le faire évidemment sur la puissance publique. C'est les clauses environnementales et sociales qu'on a rendues possibles dans les marchés publics quand on a fait la loi climat et résilience. Il faut le faire dans les moyens qu'on va donner. Il n'y a pas suffisamment encore de fonds à impact. Ça doit certainement être un des sujets pour nous. Et je crois effectivement que je parle là à des convaincus. Il y en a pour l'ESS, les fonds 90-10, avec un levier étatique et une part ensuite d'investisseurs individuels. Ça me semble être des bons modèles. Ça, c'est quelques idées pour le prochain quinquennat peut-être. Il faut fédérer l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un peu de dissémination par là. On a créé French Impact, il y a France Active, il y a Avis, il y a tout ça. Peut-être qu'il y a un travail à faire pour faire en sorte que le secteur de l'impact et des fonds soit encore plus puissant et des leviers supplémentaires. Et puis, on se le disait, peut-être pareil, parce qu'on approche peut-être de la fin de la table ronde, il y a l'enjeu européen quand même. Il faut s'en dire quelques mots parce que on l'a un peu approché. Moi, je crois qu'on aura vraiment réussi la mission quand on aura défini à la fois la société à mission au niveau européen. Ça doit être un des combats de la présidence française de l'Union européenne. Quand on aura réussi à rapprocher tous les critères d'impact et de mesure de l'impact, il y a un gros boulot qui est mené par Olivia Grégoire là-dessus, qui est la ministre en charge du dossier,
qui a réuni tous ces homologues-là dans le cadre de la présidence française de l'Union pour avoir une approche convergente de la mesure de l'impact. Quand on aura réussi à accompagner aussi, et j'en profite pour en faire une publicité, je trouve vertueuse, puisque l'État français a créé la plateforme d'impact, alors je crois que ça s'appelle, je me suis noté, impact.gouv.fr, qui permet d'accompagner les entreprises, pour l'instant plutôt dans une notion de soft skill, de soft power plutôt que de hard law. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Donc moi je crois que c'est en mobilisant absolument tous ces leviers-là qu'on va réussir à embarquer et qu'on sera plus dans une cabine téléphonique, mais qu'on sera dans merci. 10 Alors, Olympiens. Pour finir en apothéose, je vais vous poser une question facile à tous et en particulier à toi. La raison d'être du capitalisme et la raison d'être de la démocratie. Je commence par la raison d'être de la démocratie et puis je laisserai à Philippe sur peut-être la raison d'être du capitalisme ainsi que Citizen Capital, parce qu'on a beaucoup parlé de citoyenneté, Citizen Capital avec Laurence Ménéry, mais tu en as aussi parlé. On voit que la démocratie n'est pas une évidence. Le nombre de démocratures progresse depuis 5 ans de façon anormalement élevée, avec l'influence russe des chaînes comme RT, etc., Sputnik, l'influence du modèle qui n'a pas que des défauts, modèle chinois, etc. Donc, quelle est la raison d'être, question facile, de la démocratie ? Et dans cette question philosophique, la place des partis politiques, ou des mouvements, puisque tu présides ou tu es délégué général d'un parti politique, quelle est la place de la démocratie et sa raison d'être, quelle est la place d'un parti politique ou d'un mouvement politique ? Belle question. Non préparé. Ardu. Pour terminer, moi je commence par la partie mouvement politique. Pour moi, en tout cas c'est comme ça qu'on a créé La République En Marche, c'est de donner à des citoyens les moyens d'agir. Et agir quand on est citoyen, puisqu'il faut définir des objectifs dans la mission, c'est soit se former, apprendre quelque chose. Moi, je dis souvent aux adhérents de La République En Marche que j'aimerais que chaque temps utile, chaque temps passé au sein de La République En Marche, militant, donc volé à son temps de famille, à sa vie personnelle, soit un temps utile. Et il me semble qu'un temps utile, c'est soit quand on apprend quelque chose, qu'on se forme, et je crois que c'est le rôle des mouvements politiques que de former des citoyens, soit quand on contribue au débat d'idées en apportant des idées, et c'est souvent le cas, il y a beaucoup d'exemples dans ce quinquennat, j'en donne un comme ça à la volée, le droit de vote des prisonniers, quelque chose qui n'existait pas, vous voyez, ça peut paraître anecdotique, mais moi je pense que c'est faire aussi progresser la citoyenneté. Ça c'est une idée qui est née d'un groupe de travail de nos adhérents, puis qui a cheminé, qui a été travaillé, etc., qui a été porté, et on l'a mis dans la loi dans ce quinquennat. Vous voyez, je vous donne un exemple qui est peu connu, soit de pouvoir agir concrètement en allant à travers l'élection. Ça c'est pour la notion de parti politique. Et pour moi, pour étendre un peu sur les enjeux de démocratie qu'on peut avoir. D'abord, tu as parfaitement raison de rappeler à la fois que la démocratie est une idée qui redevient minoritaire dans le monde. Et c'est ça qu'on doit regarder, et qui est une idée très jeune dans l'histoire de l'humanité. Et donc, si on prend un peu de recul sur les temps qu'on est en train de vivre, prenons garde à ce qu'on ne soit pas en train de vivre une parenthèse dans l'histoire de l'humanité, qui est ce choix des démocraties. Et quand on écoute la jeunesse là-dessus, il y a des études qui sont très inquiétantes sur le rapport à un pouvoir autoritaire quand on va parler à la jeunesse, et singulièrement la jeunesse française. Donc moi je crois que la question centrale qui est posée, c'est celle de notre capacité à reprendre le contrôle sur le cours de notre destin. C'est celle-là qui est en train de se jouer là, la question de la souveraineté. On voit bien, et au fond c'était une forme de promesse d'Emmanuel Macron en 2017 sur donner à chacun les moyens de choisir sa vie. C'était ça la promesse macroniste de 2017. Et moi je crois que ce que nous avons vécu depuis 5 ans, la crise sanitaire, la crise des gilets jaunes, aujourd'hui ce qu'on vit avec l'agression russe en Ukraine, ça repose cette question-là, mais dans une dimension beaucoup plus collective. Ça a remis au fond le collectif tout au-dessus de la pile. Et cette question qui était la question du Brexit, avec les slogans populistes à l'époque, Take Back Control, je crois que notre projet politique à nous, c'est d'essayer d'apporter une réponse progressiste à cette question-là de la capacité à reprendre le cours de notre destin. Comment est-ce qu'on retrouve notre souveraineté énergétique? La question est centrale. Alimentaire, elle est aussi posée par la crise qu'on est en train de vivre. Notre capacité à produire nos produits de première nécessité, c'est la question de la réindustrialisation du pays. À former des citoyens, c'est pour ça que l'école doit être absolument, encore une fois, centrale
pour le prochain quinquennat. Mais ça nous donne un peu de pain sur la planche pour 5 ans et peut-être pour 10 ans. Et le sommet de la transformation générale m'amène des outils, des couteaux pour le pain sur la planche. Philippe, peut-être la raison d'être du capitalisme en une phrase ou deux, et ensuite un entrepreneur social aussi et une capitaliste citoyenne sur la raison d'être du capitalisme. Oui, c'est une question passionnante. Alors, c'est difficile en 2 phrases d'y répondre. Moi, je pense que ce qui est très intéressant, c'est que peut-être cette raison d'être du capitalisme est en train de pivoter. La boussole du capitalisme, ça a été d'assurer, de faire croître la prospérité, le niveau de vie sur la planète. Et je pense que objectivement, quand on voit que notamment la Banque mondiale prédit qu'en 2030, on aura supprimé la pauvreté extrême, donc je pense quand même qu'on a fait des progrès. Maintenant, là où la raison d'être du capitalisme doit pivoter, c'est pas seulement la prospérité, c'est la durabilité. Comment s'assurer qu'on respecte les limites planétaires, comment on fait en sorte que la société fait société et qu'on n'accroisse pas les fractures. Voilà. Et l'enjeu, c'est de travailler sur un pivot et prendre comme boussole non plus seulement le profit, mais la durabilité. Laurence, durabilité, citoyenneté, inclusivité ? C'est une question complexe, effectivement. Moi, je le prends par le bout de l'acteur investisseur en capital. D'abord, la démocratie est un tel enjeu que nous, on le rentre dans nos grands axes d'impact. C'est-à-dire qu'on considère que c'est un besoin fondamental pour l'être humain, aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés, de pouvoir participer au débat public. Donc on finance des entreprises dont la mission est de susciter le débat public, d'accroître la participation des citoyens au débat public, des boîtes comme Make.org par exemple. Deuxièmement, je pense que ça pose la question du rôle de la finance dans la contribution aux enjeux du monde, et la démocratie in fine. Et c'est vrai que la régulation des États paraît tellement faible aujourd'hui, compte tenu de ce qui est devenu le monde par rapport à la puissance financière, que moi je suis inquiète. Je souhaite revoir les États, et ça ne peut pas être au niveau national évidemment, reprendre du pouvoir en termes de régulation, notamment dans le monde de la finance. Parce que, et c'est pour ça que je pense autant important que les financiers deviennent des sociétés à mission. Nous, on est devenus société à mission en tant que société de gestion. Parce que c'est une chose de lancer des produits à impact. C'est une autre de se poser la question de qui est derrière ces produits à impact et quelle est la mission de la personne morale qui est derrière. Merci. Puisque les fonds ne sont pas des personnes morales, c'est des véhicules financiers. Merci. Moi, je souhaite savoir que dit celui qui agit. Et les médias ont un rôle puisque l'État paraît faible, mais en réalité il est fort, mais les médias lui donnent à penser qu'il est faible, ce qui provoque l'absentéisme en grande partie. Quel rôle au capitalisme, Jean-Marc Boileau? On finit sur un entrepreneur social un peu pionnier. Le capitalisme et le reste, tout ça n'a de sens que si ça permet d'améliorer le vivre ensemble. Ce sont des outils publics, privés, politiques, qui ont pour objet de permettre d'améliorer le vivre ensemble. Moi, j'ai 2 sujets sur lesquels j'ai beaucoup appris. D'abord, le courage de la nuance que j'ai découvert dans un mouvement politique auquel j'appartiens depuis 6 ans. C'est-à-dire, oui, c'est très facile de diviser sur chacun de ces sujets. C'est beaucoup plus complexe de réussir à unir et expliquer, faire participer tous ceux qui pensent que ceci est important plus que cela. Tout est important, il faut qu'on le mène ensemble. Donc ce courage de la nuance sur lequel j'ai eu l'occasion de m'exprimer chez toi il y a quelques jours. Le deuxième sujet qui n'était pas forcément, compte tenu de mon âge, évident non plus, c'est la bienveillance. Le fait d'accepter avec bienveillance des opinions qui me paraissaient surprenantes, qui n'étaient pas les miennes, et sortir d'un combat qui était ceux qui avaient lu Marx et ceux qui avaient lu autre chose, et combat qui objectivement garantissait une stérilité de l'action à peu près égale. Et puis, sans doute, ce sur quoi j'avais une conviction, et je l'ai d'autant plus aujourd'hui, c'est la nécessité de l'engagement.
Et l'engagement, là aussi, il est l'engagement tout au long de sa vie, tout au long de ses vies, je devrais dire, puisque je suis effectivement un chef d'une entreprise, aujourd'hui sociale, j'en ai dirigé d'autres plus classiques, et je suis aussi l'adjoint de Stanislas dans un mouvement politique, parce que je considère qu'un chef d'entreprise, ça doit s'engager pas uniquement dans l'entreprise qu'il dirige, mais aussi comme citoyen, comme militant, et qu'on peut tout à fait, ce qui n'a pas été évident à d'autres époques, être à la fois un chef d'entreprise engagé, un militant politique engagé, et que tout ça donne du sens, ça n'enlève rien, ça ne prend rien à celui ou celle qui s'engage, et donc la nuance, la nécessité de rassembler et d'être bienveillant, et la volonté farouche de s'engager pour que tout ce dont on vient de parler permettent de mieux vivre ensemble demain. Alors merci. Merci Jean-Marc, merci à vous, mais avant je voulais vous poser une question. Et la question n'est pas pour maintenant, elle est pour vous dans votre fort intérieur. Quelle est votre raison d'être ? Et je ne parle pas de la raison d'être de votre entreprise. Je vous raconte une histoire rapide. 2e année d'Harvard, je dois rentrer en France. Je me dis que si je ne me fixe pas un objectif pour 5 ans ou pour une vie, il n'y a aucune chance que j'atteigne mon objectif si je ne fixe pas l'objectif. Et donc je me suis donné un objectif, to be a lifelong proponent of leadership. Être toute ma vie durant, Pierre-Étienne Laurenceau, personne privée et non pas entreprise, un défenseur du leadership. Leadership au sens d'une gouvernance fondée sur l'adhésion et non pas sur la verticalité du pouvoir. D'accord ? Une gouvernance fondée sur l'adhésion, un système de valeurs fondé sur l'horizontalité plutôt que la verticalité. Voilà, ça c'est ma raison d'être. Et c'est pour ça que j'ai rebaptisé, en revenant en France, le groupe Décideurs, c'est rebaptisé Leaders League. Donc la question pour vous, c'est pas comment vous positionnez par ça, c'est quelle est votre raison d'être. Parce que si vous n'avez pas écrit sur une phrase courte votre raison d'être, comment pouvez-vous y être fidèle ? Comment pouvez-vous y tendre ? D'accord ? Donc posez-vous la question de votre raison d'être, de votre mission, qu'il vous reste 10, 20, 30, 50 ans à vivre ou à agir en entreprise, agir en société, quelle est votre raison d'être ? Et nous pouvons passer maintenant sur le panel leadership responsable.